Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et on va essayer de se mettre d'accord autour de la table en ce mardi 11 avril 2023. Vous avez également la parole au 0826 300 300, vous le savez. Également sur tous nos réseaux sociaux en compagnie de nos 4 débatteurs du jour que je salue immédiatement. Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alex Darmon, bonjour Alex, journaliste politique et youtubeur avec votre chaîne Les Indécis. Benjamin Cauchy, bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, également Jean-Claude Beaujour. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Christine. Avocat et président du Forum transatlantique. Avec vous 4 et vous également, chers auditeurs. On reviendra sur cette réélection triomphale de Fabien Roussel hier à Marseille, réélu à la tête du Parti communiste français. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour la gauche, ou en tous les cas pour la NUPES? On va y revenir dans un instant. Adrien Quatennens, qui va peut-être aujourd'hui réintégrer le groupe La France Insoumise et la NUPES au sein de l'Assemblée nationale. C'est le vote que doit trancher les parlementaires de la France Insoumise. Emmanuel Macron, après sa sortie sur Taïwan et la Chine et les États-Unis, qui part aux Pays-Bas aujourd'hui pour défendre, nous dit-on, la souveraineté européenne. Et puis, si on a le temps, cette loi sur le bien vieillir qui arrive à l'Assemblée nationale. On nous promettait une loi grand âge. C'est une loi maintenant sur le bien vieillir. On va en débattre tous ensemble. Est-ce à la hauteur des enjeux quand on sait que le nombre de centenaires a été multiplié par 30 en l'espace de 20 ans? On va y revenir dans un instant avec vous 4. Alors on va commencer tout de suite avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Eh bien Benjamin, oui. C'est crise du logement? Oui, crise du logement. Alors c'est plutôt un coup de gueule, plutôt un cri d'alerte. Il se trouve que depuis la remontée des taux directeurs de la Banque centrale, ça a eu un impact sur les taux d'emprunt pour les particuliers, pour les professionnels. Donc on achète plus cher. Le crédit coûte plus cher aujourd'hui. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il y a moins de ventes dans l'ancien, il y a moins de ventes dans le neuf. Les primo-accédants, les gens qui sont aujourd'hui locataires et qui souhaitent acquérir un bien immobilier, eh bien, ils se voient refuser leur prêt à plus de 41%. Ça, c'est le premier point, cri d'alerte, puisque les artisans derrière, les entreprises, eh bien, ont des carnets de commandes qui sont à la baisse. Il y a tout le secteur des agents immobiliers qui est à la baisse. Il y a le secteur des banques également qui recrutent de moins en moins d'alternants. Et puis, deuxième incidence qu'il y a sur l'immobilier qui est en train de fragiliser, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Alors évidemment, c'est une super bonne nouvelle pour des millions de Français. J'en fais partie. La moins bonne nouvelle, c'est que du coup, les collectivités locales qui récupéraient de l'argent grâce à cette taxe d'habitation pour fournir un service aux habitants d'une ville, eh bien, doivent se reporter sur la taxe foncière. Donc l'assiette des taxes foncières, c'est plus 7% en moyenne en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui vivent dans des villes, des locataires de plus en plus nombreux, souhaitent obtenir de plus en plus de services de la part de leur municipalité, école, crèche, transport, environnement, santé, tout ce que vous voulez. Mais ces gens-là qui sont de plus en plus exigeants n'ont plus aucun lien financier, plus aucun lien fiscal avec les municipalités dont ils réclament des services. Donc il y a quelque chose d'assez schizophrénique avec à la fois des locataires qui n'arrivent plus à être propriétaires mais qui sont de plus en plus exigeants, comme va la société. Et en parallèle de cela, il y a tout le monde de l'immobilier. Donc vous avez la CAFPI, vous avez plein d'agences, plein de grands groupes immobiliers qui sont en train de lancer des cris d'alerte. Et dernier point, le foncier est en train d'exploser. Je sais que vous êtes sensible à ce qui se passe en Haute-Garonne. Le foncier explose et du coup, ceux qui construisent du logement locatif pour des logements sociaux, eh bien, ont réduit leurs investissements de plus de 20% parce que ça coûte trop cher à faire construire aujourd'hui. Donc cri d'alerte sur le logement. On peut parler de la réforme des retraites, on peut parler de plein de choses, mais s'il n'y a pas un toit sur la tête des gens, il y a un vrai souci. Oui, voilà. C'est effectivement une machine qui est en train de se gripper, considérablement. Alors, on parle de la Haute-Garonne, mais récemment, il y avait une énorme manifestation du côté de Bayonne sur la problématique du logement dans les zones en tension, puisque les gens qui travaillent à l'année ne trouvent plus à se loger à des tarifs, puisque c'est plus intéressant pour les propriétaires de pouvoir louer sur les zones touristiques. Et donc, il y a des réglementations qui se mettent en place. Cette question du logement, on arrive pas à stabiliser, il faut construire plus, faut construire avec aussi cette zone. Ça dépend des zones. Ça dépend des zones, mais ça dépend aussi de la réglementation. On discute avec les élus, Jean-Luc peut-être aussi sur ça, sur cette question du logement, parce que il y a plus de foncier, ou en tous les cas on peut plus artificialiser, j'ai du mal à dire, certaines zones, donc il y a vraiment un côté, faut construire plus haut, enfin il y a tout à revoir, et j'ai l'impression qu'on traîne ce sujet depuis tellement longtemps, Jean-Luc. Faut surtout construire plus, clairement. On le voit à chaque fois, il n'y a pas assez de construction, notamment de logements sociaux. Je vais élargir, Christine, par rapport à ce que tu as dit sur Bayonne.
c'est valable en Bretagne, c'est valable sur absolument toutes les zones touristiques denses. C'est valable en Corse, c'est valable. Et c'est le même débat. Et c'est un débat compliqué, évidemment, parce qu'il y a la liberté de louer, la liberté d'acheter. Donc c'est un débat complexe, mais qui pose vraiment la question pour des gens qui veulent vivre à plein temps, localement, près de leur travail, près des écoles des enfants, évidemment. Et ça pose des questions d'environnement, puisqu'ils sont obligés d'habiter de plus en plus loin. Donc ça veut dire des mobilités, etc. Même, Christine, même de plus en plus loin, tu connais la région comme moi, de sud-ouest, clairement, même si tu vas plus loin, il y a location aussi, évidemment, à la semaine. C'est donc, c'est ce que j'ai dit au départ, il faut qu'on relance la construction de logements sociaux dans un ensemble de territoires. Et ce que j'en sais, je suis pas un grand spécialiste du logement, je ne vais pas m'amuser à ça, mais c'est que on est en dessous du nombre de logements à construire, notamment en location. Vous avez raison, le vrai problème de tout ça, et je vous engage à le faire, c'est d'aller parler avec les promoteurs, avec les fédérations promoteurs immobiliers aussi de toutes les régions. Vous verrez ce qu'ils vous raconteront. C'est que c'est une histoire incroyable pour pouvoir convaincre les élus locaux de construire à des endroits. Ce sont des dossiers administratifs qui sont considérables. On parle souvent, vous savez, de millefeuilles administratifs en France. Et ben pour ces fédérations, pour ces promoteurs immobiliers, je vous promets que pour convaincre les élus de construire sur leur territoire, c'est très très compliqué. Oui, parce qu'il y a un équilibre. Et oui, mais c'est un équilibre sur le territoire. Donc construire, oui. Il y a les voisins, tu sais, pardonnez-moi, mais ça revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où les locataires ne rapportent plus d'argent aux collectivités locales, vu qu'ils ne payent plus de taxes d'habitation, comment une municipalité va vouloir accepter des logements sociaux où les locataires, où les habitants ne seront finalement tributaires et rétributaires d'aucune taxe, mais qui vont avoir besoin, étant donné que tu ramènes des logements sociaux, tu vas avoir besoin de plus d'écoles, de plus d'assainissement, de plus de voiries, et en l'occurrence, il n'y a pas de dotation qui va en face. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, fausse bonne idée là. C'est vrai qu'en France, c'est vraiment le serpent de mer, parce qu'il y a 15 ans, on parlait déjà du problème du logement, il y a 20 ans, on parlait du problème du logement, donc en complément de tout ce qui vient d'être dit, il y a un élément fondamental qui me semble qui doit être rajouté, c'est la question de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, à partir du moment où, je prends un exemple pour ceux qui connaissent la région parisienne, vous continuez à construire des tours à la Défense, c'est très bien le quartier financier, sauf que forcément, les gens qui vont y travailler vont souhaiter habiter grosso modo à 45 minutes, 1 heure maximum de leur travail. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose, et je conçois bien que ce soit compliqué, et si c'était facile, on l'aurait déjà fait, pour pouvoir réaménager l'ensemble de notre territoire, pour pouvoir offrir des services qui font qu'on serait plus incité à vivre à X plutôt qu'à Y. C'est donc tout un schéma. Il y a quelques années, nous avions travaillé avec quelques amis sur le comparatif France-États-Unis. Est-ce que les Américains sont plus mobiles que les Français? Oui, tout à fait, je me souviens. Eh bien, en réalité, on s'était aperçu que les Américains n'étaient pas plus mobiles et que les jeunes Français avaient du mal parfois à se déplacer, non pas simplement parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer, mais qu'ils exigeaient, par exemple, que les collectivités, on parlait culture tout à l'heure, et bien qu'il y ait une offre culturelle, qu'il y ait une offre d'activité. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de même à 30-40 km de Paris, vous avez des zones où il faut, pour se loger, c'est 50% moins cher que dans Paris. Sauf qu'il faut le bon transport, il faut le train qui arrive à l'heure, il faut tout un ensemble qui va inciter les uns et les autres à repenser le rapport que l'on a avec l'espace géographique. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement quelque chose qui revient souvent à cette notion d'aménagement du territoire. C'est fondamental. Je crois me souvenir qu'on a un commissaire au plan. Oui, François Bayrou. Ah oui, mais il est du sud-ouest, mais je crois que... Voilà, non, mais peut-être que si quelqu'un sait ce qui va être décidé de ce côté-là, c'est intéressant. Allez, on referme ça parce que la pendule leur tourne et on a d'autres sujets, d'autres coups de cœur, d'autres coups de gueule à voir avec vous également. Vous n'hésitez pas, vous pouvez réagir. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Alex Darmon, Benjamin Cauchy, Jean-Claude Beaujour et Jean-Luc Benamias. Alors Jean-Luc, je me tourne vers vous puisqu'on parlait de logement, de cette crise du logement, mais on a évidemment encore une pensée pour tout ce qui s'est déroulé ces dernières 48 heures à Marseille. Finalement, c'est une loi des séries autour de l'habitat. Je rappelle le bilan provisoire, toujours il est de 6 personnes retrouvées sous les décombres de la rue de Tivoli, l'effondrement de ces immeubles. Les marins-pompiers continuent à travailler. Les différents élus de la mairie sont sur place. Depuis 3 heures du matin,
ce samedi soir terrible. Pensez évidemment aux familles, puisqu'on est encore en train de chercher les corps. Hein. Bien sûr. Il y a le 17 rue de Tivoli, tout le monde l'a entendu. Il y a le 15 qui a été touché aussi, puisque la moitié de l'immeuble s'est effondré juste à côté. Il y a à peu près 200 familles touchées, semble-t-il, hein, autour, notamment une école. Donc ça fait plusieurs centaines de personnes qui sont en grande difficulté, certaines en terrible difficulté et d'autres en difficulté, parce que faut s'occuper de tout ça. Voilà, alors c'est un drame qui part de... Tout le monde l'a vu, hein, tout le monde le sait. C'est pas dû aux immeubles cette fois-ci, c'est dû à une explosion de gaz. Hein, qui fait que tout ça s'est écroulé à une rapidité extrême. Voilà. J'ai une pensée pour tous ces gens qui bossent et tous ceux qui sont... Enfin, c'est terrible de perdre tout son lieu de vie. Hein. Alors, c'est terrible aussi de perdre des personnes de proximité. Et globalement... En fait, il faut laisser travailler, quoi. C'est peut-être pas la peine d'avoir... je le dis là de manière tranquille, mais les arrivées de ministres successifs qui servent pas à grand-chose dans ces cas-là, quoi. Que M. Darmanin soit venu, il a fait un saut rapide, c'est normal. Après, sérieusement, la mairie de Marseille, je l'ai dit et je le répète, les marins-pompiers... vous avez vu l'espace dans lequel c'est, hein, ouais, c'est tout exigu, ouais. C'est vraiment le cœur. C'est vraiment exigu, quoi. Voilà, c'est pas un endroit. Ça deviendra un endroit de recueillement, mais pour l'instant, ouais, c'est un endroit où on doit laisser les gens travailler. Oui, vous dites ça parce qu'effectivement, on a l'impression que quand un ministre vient, il arrive et pour avoir vécu des catastrophes où un ministre se déplace, mais c'est qu'à ce moment où le ministre ou la ministre arrive, c'est que tout le monde doit s'arrêter pour des questions de règles de sécurité et puis d'accueil républicain. Et c'est vrai que ça, on a l'impression d'une espèce de décalage entre les besoins d'urgence et ce cérémonial d'un déplacement de ministre. Mais en même temps, s'ils le font pas, Jean-Luc, on peut aussi leur reprocher. Je l'ai dit, Christine. Ministre du Logement, ministre de l'Intérieur, ça paraît pas fou. On a découvert qu'on avait un secrétaire d'État au logement que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je veux dire, très bien, tant mieux, c'est la vie. Hein. Il doit bosser que le commissaire au plan, ça doit être pour ça. Non, Alex n'est pas d'accord. Jean-Claude, et puis Alex, après on changera de sujet. Bien sûr, ce qui est dit par Jean-Luc est très juste. Je voudrais rajouter aussi la chose suivante, c'est que finalement, lorsqu'il y a ce type de catastrophe, les victimes, les familles, les proches et puis même l'opinion publique a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est l'être humain. Pour autant, je dis toujours et encore, on ne peut pas donner de réponse. Donc le risque lorsqu'il y a une personnalité publique qui vient, on attend aussi un début de réponse parce qu'elle arrive. Elle peut pas dire je constate simplement qu'il y a un mort ou il n'y a pas de mort. Il y a une pierre qui est là. Donc on vous dit il va y avoir une enquête et puis tout de suite on cherche. Et vous autres journalistes parfois vous dites alors vous allez faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et dans la précipitation, on a envie de donner un début de réponse, mais il faut se garder des réponses trop rapides, trop hâtives, parce qu'après on est déçu parce qu'on se dit il avait promis ça et puis il n'y a pas. Attendons la fin des enquêtes. Il faut au contraire pousser pour que les enquêtes se fassent. C'est surtout les enquêtes techniques. Les faits, toujours les faits, encore les faits. Et après, on regarde ce qui s'est passé et éventuellement, on a des pistes de solutions. Mais pas essayer de jouer l'inverse parce qu'on se soulage collectivement. Et là, c'est pas une question de ministre. C'est humain. On se soulage en se disant plus jamais ça et puis c'est à cause de telle chose. Je pense qu'il faut parfois attendre les résultats des enquêtes. Juste une précision, Christine. Allez-y. Une précision pour ceux qui veulent aider. Je parle des personnes. L'association de parents d'élèves de l'école qui est touchée, juste à côté, s'occupe de centraliser, avec l'aide de la mairie évidemment, l'ensemble des aides nécessaires. Oui. Pour que voilà, puisque et renseignez-vous bien parce que souvent le premier geste c'est de dire on envoie des vêtements, des couvertures, des choses comme ça et au bout d'un moment les associations qui aident sont submergées de demandes. Donc ciblez bien les demandes. En général peut-être qu'on a besoin d'électroménager, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle cafetière, enfin ce genre de choses. C'est sans doute plus utile que d'envoyer des vêtements puisque c'est effectivement au bout d'un moment très vite difficile à gérer. Mais on pense à Marseille, on suivra ça dans l'info Sud Radio de toute façon avec notre correspondant
correspondant Lionel Maillet qui est sur place depuis dimanche. Et puis des fonds surtout. Oui. Il faut essayer de donner parce que très souvent, sur le moment, il y a de l'aide, mais après les familles sont un peu laissées elles toutes seules parce que vous savez, d'ici à ce qu'on vous donne, qu'on vous reloge, qu'on vous donne des moyens de vous reloger, etc. Il y a des problèmes d'assurance, etc. Tout ça, ça peut prendre un peu de temps. Donc un peu de fonds, ça peut aider. Allez, puisque vous avez la parole, Jean-Claude, coup de gueule sur les conséquences directes de l'inflation. Oui, on a parlé tout à l'heure du logement parce que pour moi, ça fait partie de l'ossature républicain. On a beaucoup parlé de l'inflation et il y a une mauvaise surprise qui est la conséquence de ce qu'on sait déjà un peu, puisque dans un sondage récent qu'a relevé dans un article du Figaro Julien Dassois, 42% des Français les plus précaires sont touchés du fait de l'inflation et se supprime, j'ai envie de dire dramatiquement, un repas par jour. 42% des Français et 50% des gens avouent qu'ils se nourrissent différemment, comprenez qu'ils se nourrissent peut-être déjà mal, qu'ils se nourrissent différemment du fait de l'inflation parce que les produits de première nécessité, des fruits, des légumes, un peu de viande ou pas du poisson, sont devenus trop chers pour ces personnes. J'attire vraiment notre attention parce qu'on a beaucoup parlé de l'inflation et c'est normal, monsieur le maire en a parlé avec les grandes mesures macroéconomiques qu'il compte prendre, mais j'ai envie de dire que nous devons penser à ce sujet de manière vraiment micro et de manière sociale, parce que lorsque 50% de notre population, parmi les plus défavorisés, parmi les plus fragiles, commence à réduire ce qu'il y a de vital, c'est un décrochage social. Donc attention, alors je n'ai pas de solution comme ça, si ce n'est le fait qu'il faut continuer à abonder les organisations humanitaires qui viennent en aide continue. Pour le coup, c'est politique, hein. Oui, c'est politique et c'est avec les grands industriels aussi. J'y arrive. Je dis parce qu'il y a effectivement la dimension terrain et puis à côté il y a la dimension gouvernementale. Qu'est-ce qu'on fait sur un certain nombre de produits? Est-ce qu'il faut contrôler, vérifier, maintenir, plafonner un certain nombre de prix, favoriser l'accès pour les grands centres de distribution, favoriser l'accès à un certain nombre de produits pour nos concitoyens? Mais pour moi c'est important parce que ça ne peut qu'accélérer le risque de fracturation sociale. Alors je rajoute également quelque chose, parce qu'en regardant le 20h de TF1, ils ont souligné une petite anomalie en termes de pouvoir d'achat. En tous les cas, on a parlé du bouclier tarifaire, 15%, on pensait que c'était pour tout le monde, mais ça n'est qu'une moyenne, ce qui veut dire qu'en fonction de la situation de la famille, on n'avait pas tous bien compris que c'était 15%. D'autres ont des mauvaises surprises en s'apercevant que ce bouclier tarifaire ne les protège qu'à hauteur de 18, voire même 20% en fonction des situations familiales. Donc le bouclier tarifaire, c'est pas tout à fait 15% pour tous et pour toutes. On continue, il nous reste 2 grosses minutes avec vous, Alex, sur ce qui s'est passé hier chez nos confrères de France 5 avec un confrère à propos des invités qu'il a sur un plateau, sur des invités politiques. Oui, c'est sur Twitch. Alors Twitch, c'est une plateforme internet où vous pouvez faire du live, un peu comme YouTube, sauf que c'est vraiment du live et où vous avez les streamers, on appelle les streamers, ceux qui regardent, qui peuvent commenter sur le côté. Et hier, Jean Massier qui fait un travail, il faut le dire, remarquable sur sa chaîne où il commente, vous savez, les questions d'actualité ou les discours des hommes et des femmes politiques. Hier, il a dit, alors que lui ne voulait pas recevoir les élus membres du RN. Alors, on va écouter. D'ailleurs, on a l'extrait. Écoutez. Il y a une différence de nature profonde entre l'extrême droite et le reste du champ politique. Et ma position, le fait de refuser de recevoir l'extrême droite sur mon plateau, est une position qui a été celle d'à peu près tous les médias pendant très longtemps. C'était normal, c'était accepté. Oui, alors on peut aussi en discuter, parce qu'il y a aussi un jeu médiatique qui a fait monter le Rassemblement national. Et aujourd'hui, l'extrême droitisation et la dédiabolisation de Marine Le Pen fait que c'est un camp politique qui a voix au chapitre, a des députés, joue le jeu des amendements, etc. Et donc, effectivement, je passe pour l'intolérant de service, en disant que je refuse de recevoir l'extrême droite parce que je ne jouerai pas à ce jeu-là. C'est un sujet, l'extrême droite, c'est un sujet, la violence de l'extrême droite dont les jeunes sont victimes pour beaucoup d'entre eux. Donc on en parle, on l'analyse, mais on leur tend pas de micro. Alors moi je suis youtubeur politique. J'ai une chaîne avec des milliers d'abonnés aussi et je reçois depuis le début de ma chaîne tous les élus de tous bords, que ce soit Rassemblement National, la France Insoumise, Renaissance, LR. Je trouve ça en fait, ce qu'il dit là, ça montre qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Jean-Marie Le Pen, l'heure de vérité, c'était il y a très longtemps. En 84. Quand on dit qu'on ne veut pas recevoir les élus du RN et que Internet est une bulle, là il confirme en disant ça hier. Internet, sa chaîne Twitch, dans ces cas-là, s'il ne reçoit pas les élus du Rassemblement
Rassemblement National, c'est une bulle. Et puis, je vais ajouter autre chose. Il y avait un confrère, moi aussi je suis journaliste, Samuel Etienne, qui avait aussi créé une chaîne sur Twitch qui disait pareil, je veux pas recevoir le Rassemblement National, mais en vérité, sur Twitch, vous n'avez pas les mêmes règles que dans les médias traditionnels. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si demain, Jean Massier, il veut toucher le plus de monde possible, il veut aller toucher le plus de jeunes possible, il sera obligé de le faire. Et avoir cette réaction de dire, on ne peut pas recevoir les élus du Rassemblement National. Il pourrait très bien dire pareil pour les élus de la France Insoumise, mais il le dit pas. Il dit les élus du Rassemblement National parce que on participe à une dédiabolisation ou à faire en sorte que le RN soit plus crédible. Bah pour moi, en fait, ça participe à décrédibiliser complètement la politique. Parce que quand vous faites ce métier-là, vous devez recevoir tous les élus, et si vous n'êtes pas d'accord, vous devez leur dire et combattre ou montrer point par point, démontrer point par point leur programme. En disant je ne reçois pas, ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais que vous ne savez pas comment les contredire. Qui veut réagir sur ça par rapport au, enfin, on entend cette musique régulièrement de la semaine dernière, c'était la secrétaire générale de la CGT qui dit moi je ne pars pas à CNews parce que ça respecte pas, mais ce choix qui est fait. Oui. Alors autant pour Madame Binet, on va dire qu'elle est clairement dans un rôle de militantisme. Pour moi, c'est une grosse maladresse de communication et un réflexe pavlovien de dire non, je parle pas à CNews parce que c'est la droite, c'est l'extrême droite et tout ce que vous voulez, toute la litanie. Je pense qu'elle a eu une mauvaise réaction. Mais pour le coup, c'est une militante, donc elle peut agir comme ça. En revanche, le pseudo-journaliste qui prétend refuser... Il n'est pas journaliste, attention. Il est streamer. Bon, cette personne qui prétend effectivement ne pas vouloir recevoir une certaine frange de la classe politique, pour le coup, fait également, du coup, il n'est pas journaliste, fait également du militantisme. Donc, après, c'est sa liberté. Absolument, c'est sa liberté. Donc, ne donnons un écho à ce monsieur que dans la case militantisme. Il n'a aucune pertinence politique. Voilà. C'est de l'entre-soi, finalement. On va s'arrêter, Jean-Claude, parce qu'on est obligé, on me dit qu'il est bientôt 9h30, on va faire une coupure. Ceux qui brûlent les poubelles, on va faire une coupure, messieurs, et on revient dans un instant sur Sud Radio. On continuera d'ailleurs sur ce sujet parce que, effectivement, le choix éditorial, le choix rédactionnel, c'est un sujet vaste comme le journalisme. Allez, on y revient dans un instant. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, on continue de parler justement, on parle politique et du choix qu'a fait hier soir, on entendait l'extrait avec Alex Darmon de Jean Massier qui est un youtubeur qui disait qu'il ne voulait pas recevoir, c'était de sa responsabilité, mais recevoir d'élus du Rassemblement National, et on s'interrogeait sur cette notion de qui a le droit de décider de qui vient ou pas. Alors on rappelle, il n'est pas journaliste, c'est sur un chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il n'est pas journaliste. En tout cas, il ne s'invente pas, il est streamer, il fait Twitch et il fait du très bon travail à côté de ça, il faut le dire. Voilà. Il fait du très bon travail pour mobiliser les jeunes. C'est son choix rédactionnel. Travail de militant. Non, il fait du bon travail, honnêtement, sur la pédagogie et sur les questions d'actualité. Jean-Claude. Oui, moi je pense que précisément, si c'est quelqu'un qui fait du bon travail, moi j'ai envie de lui dire qu'il a dit une chose qui me paraît contradictoire. Il ne reçoit pas des élus. Ce sont des élus de la République avant d'être des élus du Rassemblement National, de la NUPES, du PS, de tout ce que vous voulez. Ce sont avant tout des élus, ce sont des gens qui ont été élus démocratiquement par le peuple français. Voilà. Donc ça, il faut respecter cela. Sinon, le jour où, admettons, le jour où les élus, demain, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, alors c'est pas ma candidate, je vous le dis très, très clairement, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'elle n'est pas démocratique et on dit qu'elle... On fait quoi? On fait un coup d'État? Donc on l'entend déjà maintenant par rapport à Emmanuel Macron, on fait ce qu'on reproche, avec un peu de mépris d'ailleurs et un peu de racisme aux pays d'Afrique. C'est ce que ça conduirait à faire, cela, à dire finalement on n'en veut pas, donc on la dépose, donc on fait ce qui se fait dans certains pays, notamment ici ou là, ce qu'on reproche. Je dis bien ce qu'on reproche. Donc dire que la gauche a des tendances dictatoriales un petit peu comme en Afrique. Moi je dis on fait ce qu'on reproche aux autres. Donc il faut arrêter avec cette morale. Moi je préfère un certain état de droit. Ils ont été élus et à ce titre-là, on leur doit les mêmes égards. Après il y a un deuxième sujet. Si le contenu de ce qu'ils disent est contraire à la loi, qu'ils font la promotion d'idées qui sont, on pourrait dire, tout ce qu'on veut. Eh bien, là, on peut prendre des sanctions et on peut dire, un tel, je ne l'invite plus parce qu'il tient tel et tel propos et je ne l'accepte pas à mon micro. Mais on ne peut pas dire, à raison de leur appartenance politique, on leur ferme la parole. Et puis, ça cultive surtout ce qu'on reproche aux autres. Vous savez, j'ai beaucoup entendu, vous savez, l'Amérique, c'est ci, c'est ça, et c'est notamment la polarisation, etc. Eh bien, ça revient à faire ça. Ça fait de la polarisation. On va chez les gens qu'on fréquente bien, il n'y a plus de débat d'idées, les autres sont des ennemis. Moi, les gens du Rassemblement National ne sont pas mes ennemis. Ce sont mes concitoyens, ce sont mes contradicteurs, mais ce ne sont pas mes ennemis. Ce sont les citoyens français. Et on combat sur la base d'idées.
Jean-Luc, sur cette... c'est vrai pour la NUPES. Alors, on va revenir à la NUPES dans un instant. Jean-Luc, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Débat compliqué. Ouais. Pour le moins. Il y en a un autre qui arrive qui est pas mal aussi. Hein, donc préparez-vous. Enlève la moraline, Jean-Luc, ça va aller mieux. Tu vois. Jean-Luc, il y en a un autre qui arrive derrière. Rassurez-vous, il est bien aussi. Par exemple, sur Sud Radio, dans les débats que nous faisons régulièrement, moi, discuter avec Benjamin, j'ai aucun problème. J'en ai aucun. Sympathique, humain. C'est pas le cas de toutes les personnalités de l'extrême droite qui passent sur un certain nombre de chaînes. Mais je ne suis pas d'extrême droite, mon ami Jean-Luc. Mais comme pardon, Benjamin. Je suis pas d'extrême droite, Jean-Luc. Enfin, c'est bien gentil. C'est bien gentil. Oui, mais je le dis. Non, mais c'est comme si je disais Jean-Luc Benamia, c'est un homme qui appelle aux manifestations interdites, qui prône la révolution. Enfin, on n'est pas dans la caricature, Jean-Luc. Voilà. Mais bon, je te remercie pour ce compliment matinal, camarade. Merci. Voilà. Donc voilà. Après, c'est compliqué quand même. Alors là, on parle d'un youtubeur, il fait ce qu'il veut avec sa chaîne. Hein. Oui. CNews, en tant que globalité journalistique, fait attention à la diversité. Oui. Mais certains débats sur CNews, je m'excuse, sont très difficiles à assumer pour ma petite personne. Mais ça, c'est un choix après de celui qui écoute ou pas. On a une arme de destruction massive, ça s'appelle la télécommande. Ça dépend, exactement, on peut changer de chaîne. On peut changer de chaîne, absolument. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc, voilà. Après, je pense qu'il faut faire très attention à l'ultra-droite, à l'extrême droite, extrême droite, qui me semble tout comme l'extrême gauche, aussi, extrêmement dangereuse, comme l'ultra gauche. Bien sûr, mais je ne compare pas. Alors, d'ailleurs, le poids du de l'autre côté de l'échiquier politique. Allez-y, Jean-Luc, et on va enchaîner derrière. N'est pas égal au poids de l'ultra-droite. C'est toute chose égale. Mais Jean-Luc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il vaut mieux s'attacher au contenu des propos qui sont tenus plutôt qu'une étiquette qui consiste à stigmatiser. Justement, puisqu'on change de bord politique, on va s'intéresser donc à Fabien Roussel. Il a été réélu chez vous, à Marseille, ce week-end. Aussi encore. Triomphalement d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de journalistes politiques qui suivaient l'effondrement parce qu'ils étaient sur place. Donc ils ont été, on va dire, appelés rapidement sur les lieux. Mais Fabien Roussel a donc été élu à plus de 80% à la tête du Parti communiste français. Fabien Roussel, qui effectivement regrette ce matin, il disait, de ne plus avoir de nouvelles de Jean-Luc de Mélenchon. Voilà, je vais y arriver. Et surtout, qui appelle à la souveraineté et qui, semble-t-il, et c'était un petit peu brouillé avec les élus, la France insoumise, se rapproche de Monsieur Cazeneuve. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la NUPES, cette réélection, Alex? Oui. Clairement, oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais enfin bon. Vraiment ? Bah oui, complètement. Déjà, il est enfin, c'est quand même important. Il s'est passé quelque chose d'important hier à Marseille. Mais est-ce qu'il peut reconstruire la gauche, lui ? Est-ce que c'est le trait d'union entre tout le monde ? Ça, je peux pas vous le dire. En tout cas, il faut avouer que pour le moment, il réussit son pari. D'abord, il a fait une campagne électorale. On l'attendait pas vraiment à ce niveau et pas en prenant la place qu'il y a prise, parce qu'il a vraiment progressé dans les sondages et même dans les résultats. Ça, c'est le premier point. Hier, il est réélu à plus de 80% à la tête du Parti communiste français. Il y avait énormément de confrères politiques pour suivre et relayer ce qui s'y passait. Ça, c'est le deuxième point. Et troisièmement, il dit des choses qui sont complètement à l'inverse. Ça se voit pas dans les urnes. Hein. Mais pour le moment, attendez, vous savez, une carrière politique, c'est long. Oui. C'est très très long. Il a été candidat une première fois à la présidentielle en 2022. Il a été candidat, il a été député en 2017. Il a été réélu député et hier il est réélu premier secrétaire du Parti communiste français dans un contexte où la NUPES a été créée et où on le sait clairement, il ne s'entend pas avec son leader Jean-Luc Mélenchon parce qu'il tient des propos qui sont vraiment, mais complètement à l'inverse de ce que pense la France insoumise. Je prends un exemple. Quand vous écoutez son discours hier, c'est quand même incroyable que Fabien Roussel, qui dirige le Parti communiste français, vous dise que les frontières françaises sont des passoires. Enfin, c'est quand même incroyable. Et puis, quand il justifie, il explique pourquoi, économiquement. Et même, il parle des migrants ce matin, je l'entendais, il parle des migrants ce matin, quand il est en interview chez un de vos confrères. Donc, c'est quand même incroyable que quelqu'un du Parti communiste vous dise ça, quelqu'un de gauche vous dit ça, et que de l'autre côté, quand vous connaissez le discours des élus et surtout de son dirigeant Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise, vous vous dites que forcément ils ont plus de nouvelles, ils vont plus s'en donner, et que la durée de vie de la NUPES là, ça se compte en quelques semaines. En quelques semaines. Il y a eu plusieurs appels. Alors Jean-Luc.
C'est amusant quand même d'être aussi rapide. Non, mais c'est pas un procès, c'est une constatation, Jean-Luc. Non, mais j'entends, Alex. La NUPES, c'est plusieurs formations et plusieurs petites autres formations qui sont proches de la NUPES, de gauche, comme Génération S, Place Publique et autres. Clairement, la NUPES est en difficulté pour des raisons qu'on connaît. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont atteint, quand ils atteignent 30%, 35%, c'est le maximum. Et c'est un problème par rapport au fait de devenir majoritaire. C'est le débat que pose M. Roussel. Maintenant, M. Roussel, il faut quand même se rappeler qu'il a fait que 2%, que le Parti communiste français n'est pas en redressement, que le Parti communiste français essaye de continuer à exister. Tant mieux pour eux. Après, est-ce qu'il faut élargir l'ensemble de gauche, social-démocrate, écologiste, autres tendances de gauche? Évidemment que oui, si on a envie, pour la gauche, de redevenir majoritaire dans le pays. Donc c'est le débat qui est posé. Maintenant, la NUPES en tant que telle, elle n'est pas morte. La NUPES en tant que telle, elle continuera à exister, notamment à l'Assemblée nationale. Et on l'a vu dans la dernière période. Je reviens sur les relations entre M. Roussel et M. Mélenchon. M. Bompard, qui est maintenant le nouveau chef des Insoumis, était au Congrès à Marseille et a rencontré M. Roussel. Et d'après ce que j'ai lu, ça s'est tout à fait honorablement passé. Donc, ne crions pas au loup en disant « la NUPES, c'est fini ». La France a besoin d'un espace, d'une gauche constituée, capable de regouverner le pays. Dans ce cadre-là, les débats sont ouverts, puisqu'effectivement, pour être majoritaire, il faut dépasser les 45 ou 50%. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Jean-Claude Beaujour, Fabien Roussel, l'homme de gauche que la droite adore? Je ne sais pas si la droite l'adore, je ne sais pas si la NUPES est morte. J'y arrive. Je ne sais pas si ces gens-là ne s'entendent pas. Ce que je sais qui est vrai à droite comme à gauche, c'est que si à un moment donné nous n'abordons pas les problèmes qu'ont les Français, eh bien vous verrez que tout cela, la mort d'un tel, la vie d'un tel, etc., ça finit par ne pas intéresser. Parce qu'en réalité, ce que dit Roussel, moi j'entends aussi quand il dit qu'est-ce qu'on a fait au cours de toutes ces années. On ne peut pas nier, moi je vais dans le Sud, on ne peut pas nier un certain nombre de sujets. Donc que la NUPES ne veuille pas aborder des problèmes réels, concrets, ça c'est son problème. Mais le risque, c'est qu'elle risque effectivement de plafonner et d'éclater le moment venu. C'est pas une question de mort, c'est pas une question de stratégie. C'est que tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut bien sûr faire de la stratégie politique, la politique c'est aussi ça, la stratégie partisane, mais de la stratégie partisane sur une ligne idéologique ou sur un certain nombre d'idées. Moi je vois qu'il y a quand même de grosses différences entre certains du PS et d'autres membres de la NUPES. Ils sont complètement opposés. Là, on se cache les yeux, Jean-Luc, quand tu dis ça, quand vous dites ça, je suis désolé, on se cache les yeux. Vous pouvez pas nier que la semaine dernière, il y a eu une campagne électorale législative partielle où deux personnalités de gauche s'affrontent et vous avez l'impression, en Ariège, et vous avez l'impression que c'est pas quelqu'un de gauche, que c'est un facho qui a été, d'ailleurs une femme qui a été élue en Ariège. Donc, on peut pas dire que la NUPES n'est pas en état de mort cérébrale. Enfin, honnêtement, je veux dire, il y a une gauche qui est en train de se reconstruire progressivement, elle se fera pas entre la France Insoumise, le Parti communiste et le Parti socialiste. Benjamin. Ouais, alors juste sur l'Ariège, moi je me souviens de cantonales il y a une quinzaine d'années, on appelait ça encore des cantonales, il y a une vingtaine d'années sur Toulouse où ça se bagarrait entre le PC et le PS au deuxième tour des cantonales, des élections départementales. Donc il y a quand même une spécificité ariégeoise, je voudrais juste fermer la parenthèse. Moi j'ai plutôt l'impression que M. Roussel et M. Mélenchon sont en train de jouer une jolie partition. Une jolie partition qui est celle d'atteindre les 50%. M. Mélenchon, lui, a capté les wokistes, les communautaristes, les banlieues, les quartiers, les zones urbaines. En revanche, Roussel a peut-être plus d'écho pour aller capter l'électorat populaire qui est parti au Rassemblement national. Donc, au lieu d'avoir un concurrent qui s'appelle le Rassemblement national, n'est-il pas plus utile à la gauche de se créer sa propre concurrence un petit peu populiste, un petit peu plus saucisson pinard, comme même l'incarnait Monsieur Roussel, de façon à terme, arriver à une majorité de 50%. S'ils veulent atteindre les 50%, il va falloir qu'ils parlent à tout le monde. Or, aujourd'hui, les classes populaires, en grande majorité, elles écoutent Marine Le Pen. Donc, je mets juste ça dans un petit coin de tête. Est-ce qu'ils sont véritablement dans une guerre fratricide ou est-ce qu'ils décident finalement de faire un petit peu, de créer leur propre concurrence pour élargir leur base électorale?
électorale. Jean-Claude, vous avez droit à 10 secondes. Oui, mais c'est vrai qu'on se souvient du tandem Marchais-Mitterrand. Voilà. C'est vrai qu'en entendant Marchais à l'époque, on avait le sentiment qu'il n'avait rien à voir avec Mitterrand. Je referme la parenthèse. On est bien Allez, d'accord. il est bientôt 10h moins le quart. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va s'intéresser encore à la NUP, en tous les cas aux députés La France Insoumise. Ils doivent trancher aujourd'hui le cas Quatennens. Ambiance pour la réunion de groupe à l'Assemblée nationale dans le camp de LFI. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Jean-Luc Benamias, Jean-Claude Beaujour, Benjamin Cauchy, Alex Darmon, on en vient au débat qui va agiter aujourd'hui les rangs des députés de la France Insoumise qui doivent trancher la délicate question du retour au sein de leur groupe à l'Assemblée nationale d'Adrien Quatennens. On rappelle, condamné mi-décembre à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé son ex-épouse. Eh bien, le député du Nord avait été suspendu dans la foulée du groupe LFI à l'Assemblée. Il siégeait au non-inscrit et il avait tenté des retours médiatiques au sein de l'Assemblée puisqu'il avait pris la parole à plusieurs reprises. Cette sanction d'être exclu du groupe arrive à son terme jeudi. Donc aujourd'hui, les députés de la France Insoumise doivent se mettre d'accord à l'issue d'un vote sur son retour ou pas au sein du groupe. Est-ce que c'est un sujet qui risque encore une fois, ou une nouvelle fois en tous les cas, de jeter le trouble sur le fonctionnement des députés LFI ou en tous les cas à l'intérieur de ce groupe, parce qu'on voit le malaise considérable que ça a provoqué. Alors je vois Alex qui lève les yeux au ciel. Non, parce que franchement, c'est très compliqué de répondre à cette question. Est-ce qu'il doit réintégrer son groupe? Pour moi, non. Enfin, pour moi, non. Si vous êtes cohérent quand vous êtes député de la France Insoumise, d'ailleurs député tout court, sur le combat du quinquennat qui sont les violences faites aux femmes et l'égalité femmes-hommes, non. Il ne doit pas réintégrer son groupe politique. Après qu'il reste député, il a été élu, il a un mandat, il dure 5 ans, il siège dans le groupe non inscrit. Ça, bon, c'est lui et sa conscience. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, le fait que son groupe qui quand même a traversé des moments compliqués sur les violences faites aux femmes et sur toutes ces caractéristiques et ces problématiques-là, voterait pour sa réintégration. Ça va être difficile à justifier derrière et à être audible après lors des débats à l'Assemblée nationale. Honnêtement, quand vous parlez avec les députés La France Insoumise, qui seront les seuls à voter, c'est pas la NUP, c'est les députés La France Insoumise qui voteront. Quand vous parlez avec ces députés-là, c'est un peu comme la motion de censure il y a quelques semaines. Vous savez pas ce qui va se passer dans le groupe, parce que vous avez des fervents défenseurs du retour d'Adrien Quatennens, qui est quand même quelqu'un qui parle bien, qui peut incarner quelque chose dans la France Insoumise, mais vous en avez d'autres qui sont assez cohérents avec ce qui a été dit depuis des mois dans ce groupe politique et qui vous disent jamais il faut pas qu'il revienne. Néanmoins, moi je pense que, c'est un pronostic que je vous donne et je peux me tromper, je pense qu'il sera réintégré jeudi. Je pense que le vote va être positif aujourd'hui et qu'il sera réintégré à son groupe. Cette petite musique, on l'entend. Et derrière, compliqué, et bonne chance à eux de justifier, de vouloir intervenir sur ces débats-là. Jean-Luc, ça serait une faute politique de le réintégrer pour LFI? Débat hyper compliqué qui touche un ensemble de groupes à l'Assemblée nationale, me semble-t-il. Pas uniquement le groupe LFI, par rapport aux violences, notamment les violences faites aux femmes. Oui. J'aimerais pas du tout être à leur place, et heureusement je n'y suis pas par rapport à ce vote. C'est pour ça qu'on peut commenter. Voilà. Il y a déjà eu un vote qui a eu lieu. Si vous vous rappelez bien, le vote s'était joué à 49% contre 51% sur l'exclusion de M. Quatennens il y a quelques mois du groupe LFI. C'est de l'eau à couler sous les ponts. De loi. Alors le Parisien nous explique. Bien donner ce score-là. Le Parisien nous explique qu'il va être auditionné par 4 parlementaires LFI qui vont faire un rapport aux autres pour savoir un peu ce qui, voilà le fonctionnement interne. Deux pour, deux contre. Oui, très bien. Ça va se jouer à rien. Je le redis. J'aimerais pas être à leur place. Je crois que si Quatennens voudrait aider son parti, il demanderait lui-même à ne pas réintégrer, en tout cas il resterait non inscrit. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, si il n'est pas retenu, s'il est retoqué, c'est un désaveu pour lui et c'est d'autant. Et ceux qui le soutiennent. Et ceux qui le soutiennent, donc politiquement ça a une conséquence. S'il le réintègre,
Évidemment, ça pose un problème de ligne politique parce qu'on peut pas. Ce sont les puristes, hein, les filles. C'est le monde de la pureté. Il n'y a de bon que chez eux. Donc dire que vous êtes le monde de la pureté et puis vous revendiquez le fait, vous votez pour la réintégration d'un homme qui semble-t-il n'a pas vraiment complètement compris ce qui s'est passé. Il n'a pas compris qu'on ne frappe plus une femme pour pouvoir, en plus quand on est parlementaire, le parlementaire, madame, c'est important. Mais je me demande, la question que je me pose, c'est comment il peut se présenter devant ses électeurs. Mais je vais vous dire, on oublie une chose, le message politique, on oublie que le parlementaire, c'est celui qui fait la loi. Bien sûr, le juge doit l'appliquer, mais c'est celui qui fait la loi. Vous ne pouvez pas dire à l'électeur, à nos concitoyens, je fais la loi, mais moi je la respecte pas. Je fais la loi, mais je ne la respecte pas. Elle vaut pour les autres, mais elle ne vaut pas pour moi. Ça, j'ai du mal. Ouais, enfin, quand vous avez un ministre de la Justice qui est mis en examen, vous savez. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le coupable. C'est pas condamné, mis en examen. On laisse terminer Jean-Claude Beaujour. Ce que je dis est vrai pour tous. Vous faites la loi, le minimum, c'est d'essayer quand même de la respecter. Quand vous ne l'avez pas respectée, c'est le mea culpa, vous n'essayez pas d'expliquer, de justifier. Voilà, il y a un côté protestant de mon côté, vous voyez, vous faites votre mea culpa, c'est japonais, vous faites un harakiri, on ne fait pas jusque-là, mais bon, vous admettez que vous avez fait une bêtise, mais vous ne justifiez pas. Vous ne justifiez pas, c'est pas acceptable. Donc, à mon avis, il devrait rester non inscrit. Ça facilite la tâche. Est-ce que c'est une affaire empoisonnée pour LFI, définitivement, sur la totalité du quinquennat, de toute façon? Oui, je pense qu'ils ne sont pas à un poison près, en fait, à la LFI. Christine, je suis assez d'accord avec vous. La vraie question, c'est une question de conscience. Est-ce qu'il est en capacité, aujourd'hui, de représenter ses électeurs, et comment il fait quand il est dans une permanence, le samedi matin, et qu'il reçoit, par exemple, une femme battue, la difficulté, elle est là, en fait. C'est dans le regard de ses électeurs, de ses électrices, et même, j'ai envie de dire, de ses contradicteurs dans la circonscription. J'ai l'impression plutôt qu'il est en train de creuser la tombe de LFI dans sa circonscription. Ça, c'est vu de loin. Après, LFI, vous savez, c'est quand même un joli chapelet de personnes rocambolesques qui sont tous députés. Honnêtement, pour moi, ça n'a aucune importance qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur des LFI. C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Les Français, ils ont du mal à remplir leur caddie. Les Français, ils ont du mal à se loger. Les Français, ils ont du mal à prendre leur voiture. Alors, savoir si Adrien Quatennens va verser son enveloppe parlementaire à LFI ou à un groupe de non-inscrits de gauche, franchement, on s'en fout. En revanche, après, c'est une question de conscience lui-même face à sa glace et face aux électeurs. C'est pas un non-sujet. Mais c'est une mascarade. Il y a Louis Boyard qui s'est vanté d'avoir vendu de la drogue et qui est député LFI. Alors, la morale, on la situe où? Non, bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important, une femme battue ou des gamins qui subissent la drogue? Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie des malheurs, malheureusement. Heureusement. Pour toutes les victimes de violences familiales, faites aux femmes, si vous voulez, bien évidemment que c'est primordial, que c'est un message politique de dire on a fait ça. Enfin, faut quand même se remettre en arrière et bien se dire les choses. On parle de violence, on parle de frapper sa femme, on parle d'être condamné pour avoir fait ça. Mais moi, j'espère qu'on soit d'accord ou pas avec les députés de la France Insoumise qui vont s'opposer à son retour. Enfin, c'est quand même l'une des choses les plus graves. Vous parlez d'hiérarchie. C'est une cause du quinquennat. Non, mais vous dites, qu'est-ce qui est le plus important? Taper une femme, c'est pas normal. Enfin, en 2023, c'est incroyable. Mais même en 2000, on pourrait revenir en 2000, ça serait pas normal. Et donc, aujourd'hui, on est en train de se poser la question de savoir si on va réintégrer un député qui était sans doute un des députés les plus brillants de sa génération. On l'a tous interviewé. Il parlait très bien. Il y avait un ministre qui était hyper brillant, qui était censé lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Justement, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on remet pas en cause ses capacités politiques. On met juste en cause ses capacités humaines. Et son jugement est biaisé. Il peut pas parler. Il peut plus rien faire. Il est plus audible. Donc à partir de là, la réalité, ce qui devrait nous pousser à penser cela, c'est de dire, il ne peut pas revenir. Après, qu'ils veulent se présenter, il a eu un mandat de 5 ans, qu'ils veulent rester, c'est son problème. Mais dans son groupe politique, pour les victimes, si vous êtes un peu juste, normalement, il ne revient pas. Voilà. Outre le fait que les violences familiales sont à la source de beaucoup de conséquences par la suite, vous savez, les drames dont on parle, les agressions, etc. Souvent, vous retrouvez chez les auteurs d'infractions, chez les auteurs de crimes, il y a souvent une source familiale. Ça commence par cela. Donc, il faut bien voir que ça n'est pas non seulement une gifle, c'est une
inacceptable. Battre sa femme, c'est inacceptable, ou sa compagne, ou son compagnon. Mais c'est en plus à la source de beaucoup de violences. La violence au sein de notre société ne vient pas de nulle part. Elle part pour beaucoup de la cellule familiale. Surtout que cette décision va arriver la veille de la décision du Conseil constitutionnel. Donc en termes de stratégie, enfin en tous les cas de tempo politique, on est, comme dit Boris Vallaud, ça arrive pas au bon moment en plus de ça. Ça c'est leur problème. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est la fin de la suspension a lieu jeudi. Oui, ils auraient pu attendre. Ils auraient pu attendre. Ils auraient pu dire, compte tenu des événements, on prendra une décision quand ça nous décidera. Enfin, je sais pas. C'est peut-être aussi pour étouffer. C'est pour ça qu'ils ont fait leurs règles. C'est pour ça. Oui, et puis c'est pour ça que je pense que de lui-même, il aurait pu demander de surseoir à statuer sur son sort et puis d'attendre. Alors, j'aurais voulu qu'on parle d'Emmanuel Macron qui part aux Pays-Bas, puis cette petite sortie également, mais on va pas avoir le temps sur Taïwan. Comment il a été Jean-Claude sur le plan international, il n'y a pas de deux du président français ces derniers temps. On en reparlera. Mais écoutez, il y a quand même un gros problème, hein, Christine. Bah oui. Ah oui. Il fait 20 secondes. Il va en Chine avec Madame van der Leyen. Oui. Oh, quelle réception! Le lendemain, la Chine, après avoir reçu envahit Taïwan, enfin fait des exercices autour de Taïwan. L'Union européenne entoure Taïwan. Oui. Humiliation totale. Il semblerait quand même qu'il y ait une crise de régime dans le pays, quoi. Il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose à régler dans le pays. Ouais. Je ne sais pas ce que fait le président de la République. Aller maintenant aux Pays-Bas, très bien. Ça ne répond à aucune question centrale qui se pose à la France aujourd'hui. Oui. Voilà, comme le titre nos confrères du Figaro, je trouve que comment Macron espère encore se relancer, double page intéressante. Rapidement sur les Pays-Bas, il y a 140 000 Français qui sont expatriés. Il y a des gisements de gaz et de pétrole au large des côtes dans les zones maritimes hollandaises. Il y a plus de 14 grandes multinationales françaises qui sont installées. Donc je pense qu'au lieu de parler de la souveraineté européenne, il va surtout faire du business. Voilà ce qu'il sait faire en fait. C'est un bon banquier d'affaires, Jean-Luc Tusset. Comment il espère se relancer? C'est pas mardi dernier qui a décidé de partir aux Pays-Bas ou en Chine. La réalité, c'est que ces voyages d'État sont programmés depuis des mois. Peut-être que ça vaudrait le coup que vous fassiez une spéciale politique internationale. Et à ce moment-là, on en reparlera. Exactement. Allez, demain, c'est avec Valérie Expert qui sera de retour. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Valérie, que vous retrouvez dans un instant avec Gilles Gansman pour les médias sur Sud Radio. Merci à tous les quatre. Merci.